Ce billet d'euro million vous avez coûté combien? 12 euros. Vous a rapporté combien? 15 millions. Qu'est-ce que tu t'es acheté depuis que t'as gagné au loto qui t'a fait plaisir? Manque de chance pour son ex-femme, elle l'a quitté avant qu'il ne gagne au loto. Pour moi, personnellement, c'était la panique. Parce que... T'es pas fait n'importe quoi, prendre une maison à 20 millions par exemple. Il gagne 4 millions au loto et il ne dit rien à sa femme. Donc la panique, c'est de dire comment je vais faire, quoi. T'as quoi d'autre à part la McLaren? Patrice voulait un beau gazon à l'anglaise. Alors il a pris ce qu'il y avait de mieux, la même tondeuse qu'au Stade de France. Il y a pas très longtemps, c'était vendredi 13, et je sais pas pourquoi, mais pour moi, vendredi 13, ça veut dire loto, c'est-à-dire faut jouer, faut parier. Et à chaque fois que je pense au loto ou à l'euro million, même si je joue pas, je m'imagine à me dire qu'est-ce que je ferais de cet argent si jamais je gagne. Bon, déjà faudrait que je joue, mais ça c'est une autre chose. Alors on rêve, on s'imagine notre vie, on s'imagine comment on dépenserait nos petits millions comme ça, tranquille. On pense voyage, on pense liberté, on pense acheter une maison, on pense tranquillité, supprimer un travail qui nous fait chier par exemple. Et puis, il y a un moment, on va penser aussi potentiellement la famille, les amis, nos proches. Et c'est là en général où il y a deux camps. Il y a les premiers qui se disent, bah moi si je deviens riche, je pense que je le dis à personne. Et puis il y a les autres qui font, ouais, c'est bien sympa, mais bon, moi je vais faire croquer quand même. Je vais, par exemple, permettre à mes parents de ne plus travailler, je vais de faciliter le train de vie de mes frères et de mes sœurs, etc. Sauf que dans l'équation, il y a un petit problème. Parce que si t'offres du jour au lendemain une Ford Mustang Bullitt à ton père, le truc dont il a toujours rêvé, ou que tu payes un voyage de dingue à toute ta famille, est-ce que tu penses que l'excuse de « j'ai eu une belle prime cette année », ça va suffire? Va y en avoir qui vont faire des petites suppositions, qui vont se poser des questions. C'est louche ça quand même. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. On va parler de la richesse furtive, on va parler des erreurs, on va parler des choses qu'il faut faire attention à partir du moment où tu deviens riche, peu importe ce que tu définis par riche. Aux États-Unis, ils appellent ça le still wealth ou alors le quiet luxury. Dans les deux cas, ça veut dire à peu près la richesse furtive. Et c'est probablement l'un des concepts les plus contre-intuitifs qu'on puisse entendre sur l'argent. Parce que notre culture a dit tout l'inverse. Toute notre culture, en tout cas récemment, nous pousse à montrer sa brille, les belles bagnoles, les machins, les symbole, le statut, la réussite. Alors que la vraie richesse, souvent, c'est plutôt l'inverse. Mais avant d'aller plus loin avec toi, je vais être cash, je ne suis pas riche. En tout cas, je ne me considère pas comme riche. Encore. Donc je vais pas faire un truc de vie ma vie de millionnaire ou de milliardaire, c'est clairement pas ça, mais en tout cas, je me suis renseigné sur la question. J'ai peut-être pas de Lamborghini, mais j'ai pu lire des interviews, des bouquins, et en ressortir un peu des comportements, des habitudes, des patterns, des choses qui se reproduisent au fur et à mesure du temps. Et en regardant les répétitions, j'ai pu voir qu'il y a souvent un élément important, c'est que les gens qui ont réussi à garder leur richesse, très souvent, ce sont les gens dont tu n'imagines même pas qu'ils sont riches. Parce qu'on grandit avec l'idée que la richesse, ça se voit, qu'elle doit produire des signes. Une voiture, une montre, une maison, une façon de s'habiller, un train de vie spectaculaire, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, etc. Sauf que ça, c'est pas la richesse en fait, c'est un statut. La richesse, pour moi, elle a pas besoin d'être regardée, d'être montrée. Et des fois, je me demande même si certaines personnes, ils veulent pas être juste perçus comme riches, avoir le sentiment d'avoir réussi, le montrer aux autres, plutôt que d'être véritablement riches. Et de mettre en place les actions qui conviennent. Le premier truc qui convient de comprendre, c'est que l'argent visible, c'est jamais seulement de l'argent. À partir du moment où il devient visible, il devient social. Et dès qu'il devient social, il devient aussi politique. Ça veut dire qu'il peut modifier les dynamiques qui sont autour de toi. Tu vas avoir des gens qui vont se repositionner, des comportements qui vont changer. Soudainement, il va y avoir des gens qui t'ont pas parlé depuis des années qui vont revenir comme ça, en surface. Mais en tout cas, tu vas voir que les gens vont changer. Si demain tu deviens riche et que ça se sait, tu seras plus seulement toi. Tu seras aussi celui qui a hérité, celui qui a gagné au loto, celui qui a vendu son entreprise pour X millions d'euros, celui qui a gagné des gains en blablabla. Et ça va modifier immédiatement la perception des gens. On peut en avoir rien à foutre, mais ça peut aussi nous atteindre. Et il y a de fortes chances que les gens ne te voient plus comme apte. Tu vas avoir des personnes qui vont t'admirer, tu vas avoir des personnes qui vont t'envier, tu vas avoir des personnes qui vont te jalouser, d'autres t'idéaliser ou encore d'autres te juger. Et il y a même quelques personnes qui vont commencer à s'imaginer ce que ton argent pourrait faire pour eux. C'est pas mal. Quelques-uns, mais quand même. C'est très humain et en même temps ça fait sens parce qu'en psychologie sociale, on sait à quel point les êtres humains se comparent les uns par rapport aux autres. On évalue toujours notre position relativement à nos groupes d'amis, notre famille, etc. Donc pas simplement à ce qu'on a, mais aussi à ce que les autres autour de nous ont. Et quand on voit quelqu'un dans notre cercle de famille ou d'amis changer drastiquement, et je pense que même s'il y en a beaucoup qui sourient au début et qui sont véritablement heureux pour toi, ça crée souvent in fine de l'inconfort. Ça va pas forcément être de la jalousie ou des jugements constants, etc. Mais ça va juste créer un décalage. Ça peut être un truc pourquoi lui, pourquoi elle, ou alors qu'est-ce que ça dit sur moi comparativement à l'autre, ou implicitement des raisonnements du type est-ce qu'on est encore pareil maintenant, est-ce qu'on va avoir la même vie, et ce malaise tu le payes alors qu'en fait t'as rien demandé. Je pense
personnellement que le plus important, c'est d'en avoir rien à faire du regard des autres. Ça, c'est la théorie, mais on sait qu'en pratique, c'est hyper compliqué. On se compare tous les uns aux autres. Il faut arrêter de se mentir. Moi, je suis un petit peu à la salle depuis pas très longtemps. Je vois mon corps comparé à d'autres mecs qui sont musclés, puis comme ça, les veines, tout. Je le vois, je me compare. Je sais qu'il faut pas se comparer, il faut se comparer à soi-même. Et c'est ce dont je me rappelle. C'est humain, c'est naturel. Mais ça peut faire du mal. Et une histoire un peu sordide qui illustre ça de manière très réaliste, c'est celle de Bobby Bob Harrell Jr. Bobby, c'était un Texan, un père de famille, un homme apparemment généreux, ordinaire et apprécié. Sauf qu'en 1997, eh bien, il a gagné 31 millions de dollars au loto. Sur le papier, c'était le rêve, il était très content. C'est ce dont plein de gens peuvent fantasmer. Mais ça s'est tourné au cauchemar pour lui. Plus de problème d'argent, plus de problème à payer les factures, plus de limites. Il pouvait enfin vivre et faire profiter sa famille. Sauf que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a commencé à donner de l'argent à sa famille, il a acheté des maisons, il a offert des voitures, il a donné à des charités, à l'église, etc. Bref, il a donné du pognon à plein de monde. Le problème, c'est que quand les gens savent que t'as de l'argent, ils en demandent de plus en plus. Et la logique, elle change. T'es plus seulement perçu comme généreux ou généreuse, mais tu deviens une source, une possibilité, une réponse potentielle aux problèmes des autres. Et quand tu commences à aider, tu crées quelque chose de très dangereux. C'est la norme, ça devient l'habitude. Tu es catalogué comme celui qui aide, comme celui qui va être généreux avec son argent. Au début c'est top, après ça semble logique, après les gens s'attendent à ce que tu les aides. Et toi le jour où tu dis c'est bon basta, vous arrêtez vos conneries, ça suffit, non je ne te donnerai pas cet argent pour faire X ou Y chose, t'es plus le généreux, t'es le mec qui refuse. Et Billy Bob, de ce que j'ai pu voir, il a été rongé par ça. Son mariage s'est effondré, les demandes n'ont pas cessé, la pression a augmenté, et 2 ans après avoir gagné ses 31 millions de dollars au loto, il dira cette phrase extrêmement terrible: gagner au loto, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Et ça ne s'arrête pas là, puisque malheureusement, il prendra sa vie en 1990. Alors certes, cette histoire, elle est horrible et elle choque. Et c'est peut-être un cas isolé, mais apparemment pas vraiment. On est peut-être dans un extrême dans ce cas, mais la logique montre que souvent, les gagnants du loto se retrouvent dans une situation financière et extra-financière pire qu'avant d'avoir gagné. Et la multiplication des cas a fait qu'on appelle ça en fait la malédiction du loto. Il y a vraiment un nom pour ça. Sauf qu'en fait la raison profonde, c'est pas que l'argent est maudit, pas du tout. C'est que l'argent visible attire les vautours, les personnes mal intentionnées, ou tout simplement des comportements humains extrêmement prévisibles, mais qui vont être dommageables in fine. Quand on parle de danger, beaucoup pensent tout de suite à des inconnus, des voleurs, des gens mal intentionnés, des escrocs et des vautours venus de l'extérieur. Sauf qu'en réalité, le problème, il vient pas uniquement de là. Le plus dur aussi, ça va être les proches. Je crois que Anthony Bourbon disait qu'il avait été escroqué par son ancien meilleur ami. Et si on va pas dans cet extrême, on va dire que c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont toxiques, mais c'est parce qu'ils sont humains et qu'ils ont aussi des besoins. Parce qu'eux aussi ils se comparent. Et il y a une phrase très brutale que j'ai entendue et qui était extrêmement pertinente, c'est que tes amis sont heureux pour toi à condition que tu ne réussisses pas mieux qu'eux. C'est horrible, c'est hyper violent dit comme ça. Et c'est pas toujours vrai, mais c'est suffisamment vrai pour que ça mérite d'être pris au sérieux. L'argent va révéler les comportements humains. Et il va pas forcément créer de la jalousie, il va la rendre visible. On va voir la véritable intention de ces personnes-là, ces personnes proches de nous, ces personnes dont on pense être là pour nous, heureuses de ce qui nous arrive, ou en tout cas source de conseils, etc. Et là, on va véritablement voir le comportement de certains individus. Il y a de fortes chances qu'on va être extrêmement déçus, malheureusement, parce que ça va permettre de montrer leur véritable comportement, s'exprimer à l'air libre. Et au milieu de tout ça, il y a un truc qui est horrible, c'est qu'à la fin, on sait plus si les gens t'apprécient juste pour toi ou juste parce que t'as un paquet de pognon planqué sous ton cul. Si on prend l'exemple de Mike Tyson, par exemple, un des boxeurs les plus connus de l'histoire, une machine, une légende, un homme qui a gagné des centaines de millions de dollars au cours de sa carrière. Oui, peut-être, mais on nous dit qu'apparemment, il a gagné plus de 300 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il en a fait de ces 300 millions de dollars? Eh bien, il y a quelques années de ça, il s'est retrouvé en faillite personne. Pourquoi? Parce que cet argent lui a donné une illusion, l'illusion de l'infini, qui pouvait cramer autant de pognon que possible sans jamais s'en préoccuper. On dit qu'il aurait eu un train de vie de plus de 400 000 dollars par mois, avec pour animaux de compagnie des lions, des soirées exubérantes, et bien plus encore. Il s'était créé un train de vie délirant. Alors oui, il avait plein de copains, ouais, il y avait plein de monde chez lui, il a acheté des baraques, des machins, des bagnoles et tout, certes. Mais quand tu vis dans un monde
où tout le monde dépend de toi, eh bien tu dois continuer à entretenir ce monde pour continuer à exister dans ce rôle que tu t'es auto-attribué. La richesse visible, elle crée des dépenses visibles. Et plus tu montres, plus tu dois maintenir. Et c'est là qu'intervient un concept hyper intéressant, c'est l'adaptation hédonique. C'est que le cerveau s'habitue à tout, à ton nouveau confort, à tes standards, à ton luxe, à ton statut. Ce qui était hyper exceptionnel autrefois, conduire des Porsche, des Lamborghini, avoir une maison de rêve, etc., bah ça devient normal au fur et à mesure du temps. Peut-être que les premières semaines, les premiers mois, c'est l'extase, et puis après, bon bah, caviar, champagne, etc., tous les jours. Qu'est-ce qu'on sent là? C'est chiant. Et là, tu te mets à courir après un niveau de vie qui t'emprisonne, qui devient ta prison mentale. Et à ce moment-là, t'es plus riche, tu deviens prisonnier d'une cage d'or. Il y a un effet secondaire de la richesse visible auquel presque personne ne pense avant de s'y être confronté. C'est que toutes tes petites interactions au quotidien, devoir faire appel à un artisan, vouloir acheter des biens immobiliers, etc. Eh bien, si les gens savent que tu as de l'argent, il y a de fortes risques que tu payes beaucoup plus cher pour des réparations, que tes locataires se disent bah de toute façon il a du pognon lui, donc son loyer peut s'affranchir de le payer, ou simplement qu'on te facture beaucoup plus cher pour quelque chose qui n'a pas forcément ce prix-là, qu'on te rajoute plus 30, plus 50% facile. Comme je mentionnais auparavant, dès qu'on sait que tu es riche, eh bien on va aussi avoir des inconnus qui vont nous vouloir du mal, des voleurs, des usurpateurs d'identité, des tentatives, des fraudeurs, etc. Et ça va même jusqu'aux tentatives d'enlèvement, puisqu'on l'a vu récemment sur les crypto-monnaies, que certaines personnes de familles, de gens importants dans le domaine de la crypto, qui avaient un certain patrimoine en crypto-monnaie, ou même d'autres personnes se font couper des doigts, se font arracher les cheveux en pleine rue, se font carrément extorquer ou embarquer dans des véhicules. C'est complètement hallucinant. Et donc ça c'est horrible, ça ne devrait pas exister. Mais malheureusement, dans les faits, ça existe. Et donc c'est encore un argument en complément, dire bah voilà, quand tu es riche, mieux c'est de se la boucler parce que vu le niveau de sécurité actuel, qui n'est pas garanti par l'État, eh bien ça peut s'avérer extrêmement périlleux et dangereux. Et on devrait pas avoir à se taire. Si on a envie de le dire sur tous les toits, bah on se le dit sur tous les toits. Et il n'y a pas de souci, mais ça a un impact, ça a une répercussion. Et comme on dit à chaque fois, vivons bien, vivons cachés. Personnellement, la richesse bling bling, la richesse m'as-tu vu, la richesse Lamborghini, grosse bécane, etc., c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Après, je crache pas dans la soupe. Hein. Si vous voulez m'acheter une Lamborghini, une Porsche, etc., il n'y a pas de souci. Je trouve ça très très beau et j'en ferai très bon usage. Même si derrière, personnellement, je préfère ne pas m'encombrer de toutes ces choses-là. Parce que si ma Lamborghini, elle a une rayure, si je conduis et qu'elle a des petits pets, etc., et puis l'entretien, et puis le fait de devoir toujours la brancher sur une batterie ou je sais pas quoi, là, tout ça, c'est de la bande passante, c'est de la charge mentale, in fine. Et donc moi, je veux pas m'encombrer de tout ça. Ma vraie notion de la richesse, c'est de pouvoir dire, voilà, on est mardi aujourd'hui à 13h54, et bien je me barre, je vais prendre mon avion, ou je vais prendre un train, et je vais dans un endroit magnifique. Et je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir avec mes proches, on va aller au resto, je vais aller dans un hôtel de luxe, ou une petite boutique, un endroit très reculé, etc. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est ma capacité à décider. C'est l'indépendance. C'est le fait d'avoir des comptes à rendre à personne, de pouvoir être libre, de pouvoir être indépendant. Et je pense que, in fine, pour moi, le symbole de cette richesse, ça sera le fait que je puisse aménager ma vie comme je l'entends. Que je décide par exemple de créer une maison de toutes pièces, de la designer moi-même, d'acheter le terrain dans un endroit un peu reculé, que je puisse construire cette maison en toute autonomie, autonomie en eau, en électricité, avec des arbres fruitiers, un jardin, etc. Et comme je sais que je m'ennuierai au bout d'un moment, et bien aussi avoir la possibilité d'avoir des logements, un ou plusieurs logements en ville et dans plusieurs plaques géographiques, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques du Sud, Amérique latine, et puis également en Asie. Ça serait pour moi la véritable notion de richesse. De manière globale, j'ai jamais été trop intéressé par les biens matériels. J'ai un ordinateur pour tourner cette vidéo, un bon MacBook que j'ai payé bien cher, j'ai une belle caméra DJI pour faire mes trucs. Je préfère acheter peu de choses, mais acheter des choses de qualité qui vont vraiment me servir et qui vont avoir un usage, que ce soit dans le beau, dans l'utile, dans le design, etc. Bien entendu, chacun a sa propre notion de la richesse, et chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a un cadre qui permet de comprendre les 3 niveaux de richesse que je trouve plutôt marrant. C'est que le niveau 1, t'as pas d'argent. Donc tu vas tout faire toi-même. Tu cuisines, tu répares, tu nettoies, tu rénoves, tu gères tout. Mais en fait, c'est pas par volonté, c'est plutôt par contrainte. Le deuxième niveau, c'est t'as de l'argent, mais t'as plus de temps. Donc là, tu délègues. Tu vas payer quelqu'un pour faire la tâche parce que t'as pas le temps. Et donc, tu vas récupérer du temps grâce à ça. C'est le niveau où beaucoup de gens qui ont réussi en apparence sont. Ils gagnent bien leur vie, mais ils sont restés en fait bloqués dans cette logique de j'échange mon temps contre de l'argent. Ou en tout cas, l'argent sert à compenser l'absence de temps. Et le niveau 3, ça c'est le niveau suprême, c'est in fine, tu as l'argent et tu as le temps. Et là tout change parce que tu peux choisir. Tu dis mais moi je kiffe cuisiner ou je kiffe tondre la pelouse. Donc j'ai pas envie de payer quelqu'un pour tondre la pelouse. Moi c'est hyper méditatif.
la coupe de la pelouse. Honnêtement, j'adore faire ça. Donc tu fais ton jardin parce que t'aimes ça. Et en plus, t'as le temps. Tu vas prendre un vol en direct parce que tu privilégies le confort. Peut-être que tu vas même prendre de la business ou la première. Soyons fous. Tu fais les choses par toi-même, pas parce que tu ne peux pas faire autrement, mais parce que tu as envie. Et ce niveau 3, in fine, il ressemble au niveau 1, mais qui n'est plus subi. Tu choisis tes groupes d'activités, les choses que tu veux faire par toi-même, et tu les fais tout simplement, parce qu'elles te procurent quelque chose. Et encore une fois, quelqu'un peut vivre extrêmement simplement. Conduire une vieille voiture, avoir des habits tout à fait ordinaires, même un peu troués, faire lui-même certaines choses, non pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais parce qu'il est suffisamment riche pour choisir sans chercher à prouver. Et c'est ça la richesse furtive. La liberté de choisir sans se justifier. Alors est-ce qu'il faut se cacher? Pour moi, la réponse c'est pas forcément. Parce que j'ai pas envie de vivre dans un mensonge. Et que j'ai pas envie de jouer un rôle en permanence. Et j'ai envie d'être qui je suis. Et après, si ça change le comportement de certaines personnes, si ça me montre la vraie face de certains, eh bien, c'est comme ça. Ça sera des pertes. Mais écoute, je peux vivre avec ça. Et il s'agit pas de faire semblant d'être fauché tout au bout de sa vie juste parce qu'il fallait pas éveiller les soupçons. Clairement pas. Quand je serai riche, je ne vais certainement pas m'imposer, ou plutôt m'interdire toute forme de richesse visible. Après, réellement, je pense que la question, c'est pas est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il faut pas le dire, c'est est-ce qu'il faut le dire, mais à qui, quand et pourquoi tu veux le dire. Après, en même temps, on est quand même ici sur une chaîne de finances personnelles, d'argent, d'investissement, etc. Donc, parler d'argent, voilà, je suis plutôt à l'aise. Et je pense que justement, en parler réellement, pour partager, pour transmettre, pour inspirer, pour aider les autres à comprendre, et c'est pas contradictoire. Parce qu'il y a une différence fondamentale, je pense personnellement, entre parler d'argent pour servir les autres et afficher sa richesse pour obtenir du statut. Il y en a un qui éclaire, il y a l'autre qui attire, il y en a un qui construit, il y en a un qui expose. Et donc pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc quand tu deviens riche, essaye d'éviter d'arriver à cette tentation. La tentation de vouloir prouver. Pas parce qu'il faudra en avoir honte, mais parce que la vraie liberté que l'argent peut acheter, elle se savoure beaucoup mieux, selon moi, dans le silence que dans l'exposition. Et toi de ton côté, je suis curieux, dis-moi en commentaire, est-ce que tu le dirais si jamais tu devenais riche ou à qui? Et encore plus intéressant, à partir de combien d'euros tu estimes être riche d'après toi? Mettez-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé pour vous former à mes côtés, que ce soit pour apprendre à investir simplement et construire un portefeuille adapté à ta vie et tes objectifs, pas à pas, même si tu commences de zéro, eh bien sache que j'ai une formation vidéo à ce sujet, ainsi qu'un accompagnement individualisé où je serai directement avec toi pour répondre à toutes tes questions. Vous retrouverez toutes les informations juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve soit à l'intérieur d'un de mes programmes ou alors dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!